Monsieur, vous êtes bien Chantry Jacques Francis Guy Marie, né à Beaumont en 1954 et habitant à Grasse-Ologne. C'est bien ça, Monsieur le Président. Avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous rappelle également que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction qui sont prévues par le Code d'instruction criminelle. Je vous demande de prêter serment, levant la main droite, et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice de droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. C'est Monsieur Chantry. Monsieur Chantry, vous êtes commandant de district de Liège. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous avez cette charge et ce que vous avez fait auparavant ou immédiatement auparavant? Oui, Monsieur le Président, avant de répondre à votre première question, puis-je me permettre de m'adresser aux parents, à Monsieur et Madame Si vous le désirez, Monsieur Chantry, je vous donne cette occasion. Jeune, en simplement leur disant que je comprends en tant que père de famille, je comprends certainement la douleur qu'ils ont vécue et qu'ils vivent encore maintenant. Je reviens à la première question. Vous êtes donc commandant de district de Liège depuis quand et quelle était votre charge auparavant? Monsieur le Président, votre question je vais répondre parce que je crois qu'elle est intéressante dans le sens où ça pourra peut-être éviter à certains de répondre à des questions trop précises. Donc, en effet, jusqu'au 31 décembre 1995, le district de Serein, dont dépendent la brigade de Grasse-Ologne et la BSR de Serein, existe en tant que tel, et il est commandé par le colonel Scrivens. C'est au 1er janvier 1996, dans le cadre de la réorganisation des unités territoriales donc de la gendarmerie, que les districts de Liège et de Serein sont intégrés pour former le méga-district de Liège, donc lequel correspond plus ou moins à l'arrondissement judiciaire de Liège. Avant cette fonction, j'ai officié en tant que responsable des opérations au niveau donc, de la province de Liège pendant 1 an, donc avant le 1er février 1993. Vous prenez le 1er février 1996 la décision de réduire l'effectif qui était affecté à l'enquête de Julie et Mélissa. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez pris cette décision et pourquoi vous avez écarté entre guillemets, l'adjudant Lesage qui avait pourtant beaucoup investi dans cette enquête? Bon, tout d'abord, je n'ai pas écarté personnellement... Je l'ai mis entre guillemets, peut-être le mot est mal choisi, mais... Oui, donc je n'ai pas écarté personnellement, donc c'est personnellement l'adjudant de Lesage. Donc je suis en effet responsable de 2 décisions, et vous verrez dans les documents que je vous remettrai donc un tableau qui reprend mon implication et en même temps les moyens qui ont été engagés dans cette enquête, dans l'enquête dont nous parlons. Donc j'ai pris tout d'abord une première décision
avant janvier 96, qui a été effective au 2 janvier 96, pour déjà, à ce moment-là, réduire les effectifs. Je l'ai fait pourquoi ? Tenant compte, bien sûr, des avis de mes collaborateurs et tenant compte essentiellement de la diminution progressive des informations que nous avions à exploiter et tenant compte de cette diminution aussi d'hypothèses de travail. Le troisième élément, qui n'est pas le moindre, j'ai également pris cette décision parce qu'il faut se rendre compte que la charge de travail est énorme et que compte tenu justement de ce manque d'informations, nous avions un potentiel à engager ailleurs sur des pistes plus, je dirais, sur d'autres dossiers qui nous venaient du parquet. Donc je l'ai fait en connaissance de cause, tenant compte de la charge de travail et de la BSR de Serein et de la brigade de Grasse-Sologne et des éléments contenus dans le dossier à l'époque. Mais pour prendre une décision pareille, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le juge d'instruction et les gens qui avaient travaillé dans le dossier, ce qui veut dire le chef d'enquête, M. Lamocque, et M. Gillot, ainsi que M. Lesage? Oui, donc je n'ai bien sûr pas pris la décision dans mon bureau tout seul. J'ai bien sûr entendu les avis du chef d'enquête, le commandant de brigade de Grasse-Sologne, les avis de l'officier judiciaire qui était chargé du suivi au district de Serein, le commandant d'Astois. Et c'est à l'occasion donc d'une réunion d'évaluation le 26 janvier 1996 dans le cabinet de Madame le juge d'instruction, à laquelle d'ailleurs assistaient le commandant d'Astois et l'adjudant Gillot. C'est à l'occasion donc de cette réunion que, si vous voulez, nous avons officialisé, nous avons approuvé ensemble, avec l'accord de Madame le juge, donc nous avons approuvé cette diminution des effectifs donc à partir de février, du 2 février 96, du 1er février 96. Pour vous, le chef d'enquête, c'était qui? Pour moi, le chef d'enquête était l'adjudant-chef Gillot. Maintenant, je dois bien sûr peut-être nuancer ma réponse, en ce sens que l'adjudant Gillot ne l'a pas été d'office. Dans les premiers moments, il est clair que l'on essaye tout d'abord de répondre au maximum aux besoins d'information, aux besoins de recherche. Et dans les premiers moments, je crois que jusqu'au 6, enfin je peux retrouver les dates, mais dans les premiers jours en tous les cas, c'était au départ le commandant d'Astois qui avait en fait la direction de l'enquête. Et alors, lors de la réunion que vous avez eue avec le juge d'instruction, Madame Doutrève, je voudrais apprendre de votre part qui était encore présent. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, un membre du parquet, qui était présent? Est-ce que M. Lamocque était présent? Je ne m'en souviens pas. Je n'en ai pas l'impression. Ni pour quelqu'un du parquet, un magistrat du parquet? Je ne crois pas, non, que M. Ambroise ait été présent. Non, ça ne me frappe pas en tous les cas. Je ne le vois pas dans le bureau. Vous savez à ce moment-là que M. Lamocque était désigné comme chef d'enquête par Madame juge d'instruction Doutrève? Oui, je sais que M. Kouman en avait fait, je dirais, le coordinateur. Je peux peut-être me permettre d'ajouter une petite remarque. Je crois que l'on met beaucoup l'accent sur le rôle de chef d'enquête qu'aurait pu ou qu'a dû avoir M. Lamocque. Je voudrais quand même signaler que cette notion n'est pas claire dans les textes. Pour moi, M. Lamocque était un coordinateur, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui, pour Madame le juge, rassemblait les informations, rassemblait les procès-verbaux, les lisait avant elle, mais ce n'est pas pour moi un véritable chef d'enquête. Il n'est nulle part écrit, actuellement en tous les cas dans la législation, qu'un chef d'enquête désigné par le juge d'instruction a un quelconque pouvoir hiérarchique sur l'autre service de police.
Donc on ne peut pas le considérer comme un véritable chef d'enquête. Il n'a aucun pouvoir sur les gendarmes qui travaillaient de l'autre côté. Donc on ne sait régler ce genre de choses que par le bon sens, en établissant des liens, en établissant des processus pour s'échanger les informations, pour assurer une concertation maximale. Donc je crois que cette notion de chef d'enquête pour M. Lamothe, pour moi, ne correspond à rien de légalement institué. Là, je peux bien l'accepter, mais ne craignez-vous pas que si on prend une notion aussi rigide du terme chef d'enquête, qu'à ce moment-là, peut-être le chef d'enquête croit qu'il a un autre rôle à jouer que celui de coordinateur, alors que, par exemple, votre corps, la gendarmerie, en a une autre perception et que peut-être dans ce dossier-ci, ça a joué un rôle par après néfaste. Oui, c'est possible. Donc, d'où l'importance dès le départ, quand on détermine, puisque 2 services de police travaillent sur un même dossier très important, d'où l'importance pour le juge d'instruction de bien fixer le rôle de coordination, le rôle de celui qu'elle choisit comme coordinateur. Et vous n'avez pas eu le réflexe, lorsque vous êtes dans le cabinet du juge d'instruction, Madame Doutrève, de demander où est M. Lamothe, ou si M. Lamothe était d'accord avec la décision qui était prise de commun accord? Non, pas du tout. Ça sort des coutumes. Je n'ai pas de compte à rendre à M. Lamothe. Il me semble que c'est bien clair, oui, sur ce point. Collègue Landotte, j'avais encore une question, à savoir quel était votre prédécesseur, mais vous l'avez dit là tantôt, c'est M. Scriven, si j'ai bien compris. Donc ce n'est pas mais c'est pas exactement la même. Non, c'est pas mon prédécesseur. Disons qu'il m'a permis d'assurer l'intégration donc des 2 districts, puisque lui a officié donc au district de Seraing comme commandant de district d'avril 95, je crois, donc jusqu'au 31 décembre 95. Mes chers collègues, collega's, ik heb al collega Landuit gezien, collega Manguin. Collega Landuit. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on a un point nouvel. Vous avez dit que ça sort de la coutume. Le rôle d'un commissaire de la police judiciaire qui coordonne, qui ne dirige pas, mais qui est le coordonnateur, comme vous avez dit, parce que vous êtes le premier à expliquer que le système, que le commissaire de la police judiciaire est le coordinateur et qu'il ne peut pas avoir d'autorité sur les gens de la gendarmerie. C'est la première fois qu'une personne nous le décrit comme tel. Par cela, ma question que j'ai posée en vain à autre personne, est-ce qu'il y a une coutume vraiment à Liège de travailler comme tel, qu'il y a un couple juge d'instruction, commissaire de la police judiciaire et puis des gens de terrain? Parce que vous avez même dit que c'était le commissaire de la police judiciaire qui lit les PV pour le juge d'instruction. Oui, donc quand je dis la coutume n'est pas de désigner un service de police comme chef d'enquête ayant autorité sur les 2 services de police. Ça n'existe pas. Vous pouvez regarder dans les textes, cette relation n'existe pas. Par contre, c'est bien une coutume pour les juges d'instruction de désigner un coordinateur. Il y a d'autres exemples dans des gros dossiers à Liège, où le juge d'instruction a désigné, et je vous avoue que c'est plus souvent vers la police judiciaire que vers la gendarmerie que ce rôle de coordination est donné pour des motifs tout à fait acceptables. Mais ce rôle de coordination, oui, est bien sûr dans les coutumes à Liège. Et puis vous dites, si je peux, puis vous dites, mais un homme de la police judiciaire ne peut pas avoir d'autorité sur des gendarmes. Non. Ça bloque le système, alors. Oui, bien sûr, ça peut bloquer le système. Si les gens ne sont pas de bonne volonté et qu'on n'y met pas du bon sens, ça peut bloquer le système. Bien sûr. Oui, mais alors, dans ce cas précis, qui peut avoir autorité, alors? Le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction, notre point commun, si vous voulez. Sur ce point, il y a encore M. Hannemann, vous également, alors vous étiez le premier. Nous sommes au cœur d'un débat essentiel pour la Commission. Lorsque
un juge d'instruction confie, à supposer même que seul un seul service de police soit amené à poursuivre une instruction, une enquête pour compte d'un juge d'instruction, et que ce soit au sein de la gendarmerie que se trouve la fonction de coordinateur ou de chef d'enquête. Par rapport à la hiérarchie de la gendarmerie, comment ce rôle est compris, perçu? Quelles sont les obligations que, selon éventuellement des instructions internes à la gendarmerie, quelles sont les obligations qui pèsent sur le plus haut gradé ou le membre de la gendarmerie en charge de l'enquête judiciaire pour compte du juge d'instruction? Quelles doivent être ces obligations vis-à-vis de la hiérarchie comme vis-à-vis du magistrat selon vous? Y a-t-il des instructions précises au sein de la gendarmerie à ce propos? Donc, vous visez donc la mission du coordinateur. Coordinateur ou chef d'enquête, selon la terminologie utilisée d'un arrondissement à l'autre. C'est ça, on peut considérer que le coordinateur est le chef d'enquête. Oui. Donc, et votre question est? Et si cette mission incombe à un gendarme, Oui. selon les règles et traditions en vigueur à la gendarmerie, comment est comprise cette fonction et quelles sont les obligations qui pèsent sur ce gendarme vis-à-vis de sa hiérarchie et vis-à-vis du magistrat instructeur? Oui. Vous permettez? Oui, oui, absolument. Comme vous m'avez donné un mandat relativement large, Monsieur le Président, je me suis permis d'ouvrir l'éventail au maximum et je me suis permis certaines réflexions en la matière en me basant bien sûr sur la pratique et ça répond à votre question. Donc notre base de travail dans le cas d'espèce, c'est bien sûr la loi sur la fonction de police avec l'article 6, 8 et 15 et deuxièmement la loi sur la gendarmerie avec l'article 48 et 55. Je me permettrai de ne pas les relire, mais enfin, ils sont intéressants parce que c'est notre base légale. Pour appliquer ces principes légaux sur le terrain, pour nous, la mission, tout d'abord, de l'officier dans ce cadre-là. Prenons un officier qui est en contact direct avec une enquête, un officier coordinateur BSR, par exemple, ou un officier judiciaire. Eh bien, cet officier assume la responsabilité de la direction des enquêtes pour lesquelles, dans les contacts, il est considéré par le magistrat comme la personne de référence. Donc, il doit être considéré comme personne de référence pour intervenir dans ce dossier. C'est clair que s'il a ce rôle, il doit clarifier ce rôle, autant vis-à-vis du magistrat que vis-à-vis de ses partenaires, donc de ses collaborateurs. Il doit donc définir directement son rôle. Alors, son rôle peut être, je dirais, de 3 niveaux. Le plus haut niveau pour un officier dans le cadre d'une enquête, ce serait le niveau de direction. Quand je dis donc direction, ça veut dire la fonction de chef d'enquête. Donc là, il prend toutes les responsabilités, il est chef d'enquête. Personne de référence complète pour le juge d'instruction. Maintenant, il pourrait avoir un rôle moins important en fonction de l'enquête. Il pourrait, par exemple, prendre un rôle uniquement de coordination. Le rôle de coordination l'engage bien sûr moins, mais à partir du moment où, par exemple, dans cette enquête, il faut effectuer des recherches sur plusieurs brigades, eh bien, ou plusieurs districts, eh bien, c'est cet officier qui est assuré de faire le relais et d'assurer cette coordination. 3e niveau, que l'on peut considérer, qui existe comme ça dans la pratique, il peut aussi avoir un rôle simple d'appui. Parce que l'officier coordinateur, en l'espèce, ne peut pas non plus connaître tous les dossiers dans le moindre détail. Et à ce dernier niveau, il fait confiance dans les chefs d'enquête. Chefs d'enquête qui ont, par rapport aux magistrats, je dirais, l'autonomie complète. Donc, il faut clarifier ces choses dès le départ pour éviter toute interférence. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Si la fonction de chef d'enquête est alors attribuée à un membre BSR, eh bien, ce membre BSR doit avoir, lui, les moyens. Il doit aussi avoir l'autonomie, je dirais, intellectuelle pour assumer cette responsabilité. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'officier se limite uniquement à l'exécution donc, du paragraphe 2 de l'article 48 de la loi sur la gendarmerie, qui dit « Les autorités supérieures de gendarmerie, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent leur soutien
et contrôle l'exécution des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Voilà ce qui me permet de clarifier un petit peu le rôle de chacun. Monsieur le Président, vous trouverez dans le dossier un tableau que je me suis permis avec mes collaborateurs d'établir pour vous permettre peut-être de mieux comprendre la répartition des tâches entre un officier coordinateur, un officier coordinateur BSR et un chef d'enquête. Et ce, en fonction de diverses situations. Et les situations que je vous ai décrites là-dedans, elles sont de 4 types. On peut considérer qu'il y a des interventions sur réquisition, donc on reçoit des réquisitions et on détermine la part de chacun. Il y a des interventions d'initiative. Prenons le cas d'un fait criminel qui se passe. Les équipes descendent sur le terrain, l'officier descend sur le terrain, il prend donc la direction à ce moment-là, puisque le magistrat n'est pas présent, le juge d'instruction n'est peut-être pas encore saisi, donc il prend la direction de l'enquête, qu'il pourra peut-être après remettre à un collaborateur en fonction, bien sûr, de l'évolution de cette enquête. Le troisième thème, où l'on fait la distinction des responsabilités, est celui des opérations spéciales. Là, il y a quelque chose de particulier, il y a une circulaire, et dans ce cadre-là, le rôle de l'officier est plus important. C'est évident. Il devient un passage obligé. Et le dernier cas est le cas tout à fait particulier de la gestion des informateurs et indicateurs. C'est un tableau qui mérite presque un exposé sur transparent pour montrer à tout le monde cette distinction. Dans le biais tout à fait de cette question, je voudrais quand même avoir votre avis. Oui. Est-ce qu'un chef d'enquête, mais dans la perception que vous avez d'un chef d'enquête, a la possibilité de dresser un dossier police en dehors du juge d'instruction et du parquet? Je ne sais pas ce que vous entendez par un dossier police. Que le chef Un d'enquête... dossier parallèle qui n'est donc pas remis au juge d'instruction ni au parquet. Oui, il peut constituer dans sa phare de travail un ensemble d'éléments, bien entendu. Il n'est pas possible à tous les enquêteurs de donner toutes les informations au juge d'instruction. Ils sont déjà noyés, ils le seraient encore plus. Et c'est tout à fait logique. Donc il est normal qu'un enquêteur, pour une raison ou une autre, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit des choses importantes. C'est ça. Mais admettons qu'un dossier parallèle est dressé, est-ce que vous n'estimez pas que ce dossier, en tout cas, doit être remis au juge d'instruction? En tout cas. Le tout est de savoir quel est le lien, d'abord, quel est le contenu de ce dossier parallèle, et quel est le lien que ce dossier peut avoir avec l'enquête en cours. Mais dès quel moment la limite est excédée pour dire c'est important? Je ne peux pas vous donner de réponse. Là, les sciences policières ne sont pas des sciences mathématiques. Je n'ai pas de solution mathématique. Est-ce qu'il s'agit d'une observation POSA, par exemple? Une observation POSA, de toute façon, un magistrat intervient. C'est prévu dans la circulaire. Absolument. Ça, c'est évident. Il y a le collègue Hanneman. Ah, pardon, excusez-moi, M. Manguin. Oui. Dès lors que l'officier n'est pas nécessairement le chef d'enquête, qu'il intervient soit au titre coordinateur ou appui, peut-il exiger à tout moment de prendre connaissance néanmoins, vous dites sans s'immiscer selon la loi en effet, mais arrive-t-il qu'il demande de prendre connaissance de l'état du dossier traité par un sous-officier ou un membre de ses services et d'avoir accès au dossier? Vous est-il arrivé d'avoir ce type de situation? Bien entendu, et c'est tout à fait normal. Nous avons cette mission, nous en tant qu'officiers, d'appuyer notre personnel. Bon, quand on dit prendre des informations, ce n'est pas aller chercher tous les détails pour le plaisir de chercher les détails. Non, si c'est une petite enquête, bon, il est clair qu'on ne va pas chercher ces détails. Mais il est normal que l'officier coordinateur, par exemple, pose des questions à ses collaborateurs, puisqu'il en a la responsabilité, ne fût-ce qu'au niveau du suivi de l'exécution, il est normal qu'il lui pose des questions, en disant « As-tu fait cela ?» Par rapport à l'apostille de Madame le juge, « As-tu fait cela ?» Donc il est obligé d'avoir un contact profond
avec son enquêteur, et c'est normal qu'il s'en occupe, tout à fait. Le BCR peut également, à tout moment, demander de prendre connaissance de la teneur des dossiers? Pour moi, la réponse est la même. Le BCR également a un rôle, non pas d'enquête, mais un rôle de coordination et un rôle d'appui. Donc il est normal qu'à partir d'un certain moment, il s'inquiète de ce qu'il y a dans l'enquête. Pourquoi? Parce que le BCR a un certain nombre de moyens qui ne sont pas à la disposition de tous les districts. Donc ces moyens existent en nombre limité. Donc il est normal, compte tenu de toutes les demandes qui peuvent affluer des différents districts, donc il est normal qu'à un moment donné, dans un souci de bonne administration, qu'il puisse décider, bon, j'ai trop de demandes par rapport à mes moyens, donc je mets la priorité vers tel ou tel dossier. Il ne sait pas faire autrement. Et inversement, selon l'importance de l'enquête, spontanément, les enquêteurs, les brigades transmettent au BCR les informations éventuellement. Dans un certain nombre de dossiers, à partir du moment où nous entrons dans ce que nous appelons, nous, des priorités fédérales, c'est-à-dire des grands phénomènes criminels qui peuvent, je dirais, troubler l'ordre social, qui peuvent même mettre en branle, qui peuvent déstabiliser la société, eh bien, dans ces grands phénomènes, dans ces grandes priorités fédérales, oui, il est normal que les unités alimentent le BCR pour qu'il assure ce rôle, justement, de coordination. Et peut-on comprendre que l'on transmette au BCR ce qui est considéré comme prioritaire sans qu'on le transmette à des magistrats qui sont en charge de l'instruction d'un dossier? Vous pouvez répéter votre Je dis, peut-on comprendre qu'on transmette au BCR des informations estimées essentielles dans la politique de criminalité sans qu'on transmette simultanément, éventuellement, à des magistrats qui sont en charge de l'instruction d'un dossier se rapportant à ce type de criminalité? Oui. C'est qui fait l'évaluation de cela? Selon quels critères d'appréciation? Oui, excusez, oui. Ça va ensemble? Ça va ensemble. Selon quels critères d'appréciation va-t-on transmettre au BCR sans transmettre aux magistrats? Selon quels critères? Oui. C'est parce que quelque part, au niveau central, il y a un phénomène qu'il faut suivre au niveau national pour assurer justement cette coordination. Les arrondissements judiciaires, vous reconnaîtrez quand même que leur étendue, je dirais, cette compétence rationnelle locale, donc cette compétence territoriale des arrondissements, elle est quand même, je dirais, insuffisante à l'heure de la criminalité actuelle. Donc quelque part, je crois que pour le fédéral, pour les autorités qui ont la sécurité en main, que ce soit l'intérieur ou la justice, donc il est normal que quelque part, on essaye de voir ce qui dépasse les frontières. Et je ne vise même pas seulement la Belgique, mais je vise également les relations internationales. Collega Annemans. Ah, vous pouvez utiliser la traduction, madame la juge. We hebben kunnen vaststellen Nous avons pu constater in verband met het onderzoek, in dit geval, het onderzoek naar de l'enquête qui verdachte était faite, enquête qui dans ce cas a été faite sur les personnes qui étaient soupçonnées d'affaires de mœurs. On n'a pas cherché activement en dehors des deux critères, donc les suspects locaux ou les suspects qui pouvaient directement être attribués au dossier où il y avait un lien direct. Madame Doutrève, lors de sa première audition, nous a dit on aurait pu faire ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu entendre ces suspects de façon plus systématique, c'est-à-dire faire des listes et mettre ces suspects essentiels sur une liste. Et cela nous aurait amené plus rapidement à Dutroux. On aurait pu le faire. Alors si maintenant vous constatez dans les rapports que vous décrivez, que Mme Doutrève, dont M. Lesage nous dit qu'elle avait dit qu'il ne fallait s'intéresser qu'aux suspects locaux, aux suspects qui avaient un lien direct avec le dossier, si vous constatez que Mme Doutrève s'est engagée sur une mauvaise voie ou que justement elle n'a pas pris la bonne décision en ne prenant que ces deux critères, qui alors doit la faire changer d'avis? Est-ce M. Lamoque ou est-ce que cela pourrait également être M. Lesage dans le cas d'espèce? Ou est-ce que la gendarmerie, dans les rapports que vous avez décrits, est-ce que la gendarmerie serait-elle réticente ou est-ce qu'elle suivrait ces directives de Mme Doutrève, même si elle les estime erronées? Je dirais comme elle, oui, on aurait pu le faire, c'est vrai. Ook de Rijkswacht. Non, je Aussi dis la oui, gendarme. on aurait pu le faire. Donc je dis on parce que je crois encore une fois qu'il ne faut pas vouloir mettre le doigt sur une personne plutôt qu'une autre. Une instruction, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est une équipe.
Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, on a essayé de travailler en équipe. Madame Doutrève avait à sa disposition un chef d'enquête, gendarme, un chef d'enquête police judiciaire, et je crois que la proposition pouvait venir des deux. Les deux auraient pu. C'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Je crois que vous n'êtes pas sans ignorer que dans la majorité des dossiers des juges d'instruction, les apostilles qui sont rédigées, à 70-80%, elles proviennent de suggestions et de demandes des enquêteurs, qu'ils soient de la police communale, de la police judiciaire ou de la gendarmerie. Mais c'est logique. Les juges d'instruction ne peuvent pas gérer un dossier, connaître un dossier, comme un chef d'enquête connaît ce dossier. Les juges d'instruction, si je ne m'abuse, il n'y en a toujours que 80 en Belgique. Et ils ont plusieurs dizaines de dossiers à traiter. Donc il est normal que tout ne doit pas venir d'une seule tête. Ce n'est pas... cette relation entre le juge d'instruction et les chefs d'enquête est une relation, je dirais, de convivialité, et c'est ensemble qu'on essaye de trouver. Ça peut venir des deux côtés. Dus eventueel, het is niet zo. Het is Donc, niet zo en dat fait, meneer Lesage on ne zich peut pas dire que M. Lesage devait se limiter parce que Mme Doutrève lui avait dit. Bien sûr, il était subordonné à cela, mais il aurait pu, en fait, rompre cette situation, rompre cette division. Et bien entendu, donc tout le monde aurait pu, je le répète, M. Lesage, l'adjudant-chef Gillot, M. Lamoque, n'importe lequel de la cellule du groupe d'enquêteurs à Grassolone, qui a travaillé en permanence, au moins pendant les 6 premiers mois, n'importe lequel d'entre eux aurait pu dire à un moment donné, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cette piste? Et on la propose au juge d'instruction, ou à la rigueur, on lui dit, nous allons essayer, parce qu'on a un peu de temps, nous allons essayer cette piste, on est en train de rassembler Donc, des informations. aussi le BCR. Le BCR, si il a connaissance de l'ensemble du dossier, évidemment, il ne l'avait pas comme les enquêteurs l'avaient, ça c'est clair. Il avait des bribes d'informations, et pour revenir à ces bribes d'informations, je pourrais peut-être m'expliquer plus tard, le BCR peut aussi à un moment donné dire, puisque son rôle est un rôle d'appui, il aurait pu aussi dire, comme peut-être aussi... SGAP, si à la rigueur il y avait un contact, mais je crois que le contact entre le SGAP et la police judiciaire n'est pas le même qu'entre le BCR et ses unités, mais on aurait pu en effet dire... Je vous pose la question, puisque monsieur le major de Crane a déclaré ici que ce n'était pas la tâche du BCR, puisque eux, tout ce qu'ils devaient faire, c'est transmettre aux unités locales. Oui, mais ils appuient. Ils appuient. Donc, on peut toujours, dans une conversation, nous sommes quand même des gendarmes, ce sont des gens orientés vers le judiciaire. Officiellement, non, ce n'est pas leur rôle. C'est clair que ce n'est pas leur rôle. Mais ils sont dans la judiciaire. Donc, à la rigueur, si quelqu'un a une information ou a une idée, nous prenons les idées bonnes partout où elles sont. Ils auraient pu faire ça. Ils pourraient le proposer et nous l'aurions analysé, bien entendu. Et même transmettre un PV ou les informations à Mme Doutrève directement. Ça, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Non. Madame Herzé. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous parler, monsieur, d'un contrôle hiérarchique a posteriori. Donc, voir si devant des faits, les appositions d'exécuter. Mais est-ce qu'il y a une autre forme de contrôle, je dirais par exemple sur les informations à communiquer au juge d'instruction, sur la qualité? C'est après que vous contrôlez, mais avant, est-ce que vous guidez, est-ce que vous orientez? Or, il y a une incapacité totale, on constate en tout cas, à voir l'essentiel d'une information, son importance, son urgence, sa priorité. Il n'y a pas d'information en général, il n'y a pas de communication. Est-ce qu'on ne peut pas contrôler ça aussi avant? Donc, je vous ai parlé de 3 niveaux d'engagement, donc la direction, la coordination et l'appui. Mais il est clair que la mission de suivi, la mission de suivi est une mission permanente dans ces 3 niveaux. Donc, comme vous le dites, c'est clair qu'il y a au niveau de la formation également un rôle de suivi à jouer. Est-ce que vous estimez que ce suivi, ce rôle de suivi a été fait dans le cas qui nous occupe? Oui, pour moi, oui. Par qui, monsieur? Le rôle de suivi a été assuré par le commandant d'Asnois jusqu'à fin décembre 1995, puisque après, il est repassé sur le district de Liège et il n'a plus la charge, si vous voulez, de la partie judiciaire du travail. Donc c'est une question de répartition interne de par la réorganisation.
Donc le commandant Dasnois avait un rapport hebdomadaire, mensuel. Comment est-ce qu'il assumait ce suivi préalable et a posteriori, disons ça comme ça? Pour répondre à votre besoin, Monsieur le Président, à votre demande, pardon, je me suis également permis donc de demander au commandant Dasnois quelle était son implication dans l'enquête. Son nom a été prononcé plusieurs fois, donc ses oreilles et les miennes ont teinté. Donc, il a établi un document de 8 pages qui reflète son engagement, donc son implication dans le dossier. Ça se trouve dans le dossier que je veux vous remettre. Globalement, comment est-ce qu'on peut Pouvez-vous répondre à ma question plus précisément, s'il vous plaît? Oui, donc globalement, comment est-ce qu'on peut expliquer son rôle, c'est bien ça? Et ce qu'il a fait exactement. Voilà. Pas uniquement son rôle, ce qu'il a fait, monsieur. Ce qu'il a fait exactement. Oui, voilà. Bon, écoutez, donc tout d'abord, je dois dire que c'est le premier qui est intervenu. Donc, dès le départ, le commandant Dasnois, qui était en plus officier de permanence, donc s'est rendu sur place. Donc, il était là vers 20h. Donc, il a participé vraiment à toutes les premières recherches des premiers jours. Si je dois relater tout le détail de ce que le commandant Dasnois a fait, ça va prendre un certain temps. Donc, il a également participé aux premières réunions. Donc, première réunion du 26 juillet. Du 26 au 30 juin, donc il est passé tous les jours à Grasse-Sologne pour assurer justement ce rôle de suivi, quel était le travail qui était fait, qui était à faire. La première réunion qu'il a eue avec Madame Doutrève, il le situe, lui, aux environs du 27 ou du 28. Alors, ce qui est intéressant de faire remarquer, c'est qu'il était en congé à partir du 1er juillet jusqu'au 16 juillet 1996. Eh bien, je puis vous affirmer qu'il n'a pas lâché prise et que malgré ses congés, il se trouvait sur place tous les jours à 8h à la brigade de Grasse-Sologne jusqu'à 12 ou 15h pour une nouvelle fois assurer son rôle de suivi, donc vérifier les informations, donner son avis pour orienter les recherches et assurer un suivi bien sûr du personnel, suivi qui peut être, je dirais, à tendance plus psychologique, personnelle. Il dit qu'il a assuré pour lui la direction de l'enquête côté judiciaire et pour la gendarmerie, donc jusqu'au 6 juillet 1995. Pourquoi dit-il 6 juillet 1995? C'est parce que le 6 juillet 1995 a lieu une réunion donc, dans le cabinet de monsieur le juge d'instruction Kouman, et qu'à cette réunion, il n'est pas sûr d'y avoir participé, mais en tous les cas, le contenu, il le connaît. Eh bien, donc, à cette réunion du 6 juillet, le chef d'enquête, que moi j'appellerais plutôt un coordinateur, donc, est désigné par M. Kouman, en l'occurrence, M. Lamoque. Et pour la gendarmerie, il est convenu à cette réunion que M. Gillot reprend le rôle de chef d'enquête pour la gendarmerie, aidé par un spécialiste, un enquêteur, quelqu'un qui ne fait que ça, l'adjudant Le Sage de la BSR de Serein. Et puis, par la suite, petit à petit, quand, je dirais, l'orage est passé, qu'on a fait le maximum, puisque je crois que l'adjudant-chef Gillot vous a expliqué que les premiers moments, évidemment, sont les plus difficiles. C'est là qu'on lance tous les processus d'organisation. Évidemment, après ses congés, il a repris également son rôle de commandant second du district de Serein. Donc il faut savoir qu'à Serein, à cette époque, il y a 3 officiers, donc le colonel Schrevens, le commandant d'Assois, et un autre officier. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, nous préparons l'intégration des 2 districts, et je dois vous avouer que ce n'est pas une chose aisée de rassembler 9 entités avec 220 personnes et 11 entités avec 500 personnes. Donc, il m'a aidé aussi dans ce processus d'intégration. Il a continué à jouer son rôle de commandant second, mais il a continué à garder le suivi en passant régulièrement à la brigade de Grasse-Sologne à raison d'à peu près 3 fois. Donc, il a continué activement à s'informer des nouvelles, je dirais des nouveaux éléments, et à essayer d'orienter le personnel en fonction
de ceux qui étaient, donc de ces éléments qui étaient Il disponibles. y a des rapports de tout ça, les informations qu'il a reçues. Comment est-ce qu'il évalue la qualité du travail fait par le personnel à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des PV? Est-ce que c'est consigné quelque part? Vous parlez des informations reçues. Quelles informations? Est-ce qu'on pourrait trouver ça dans un document quelconque? Écoutez, je profite de l'occasion pour vous inviter, Monsieur le Président, ou des membres de la Commission, à venir à Grasse-Ologne pour qu'on vous explique ce qu'il y a dans ces 40 fardes, dans ces 40 classeurs, et qu'on vous explique clairement comment les gens de Grasse-Ologne ont travaillé. Je crois que ça vaut la peine, pour reconnaître un petit peu le travail de cette cellule d'enquête à Grasse-Ologne. Monsieur Moriot, mais je crois que votre suggestion est intéressante en ce sens qu'on pourrait demander à nos experts, par exemple, de se rendre chez vous à Grasse-Ologne pour voir quelle a été la manière de travailler et la récolte des 48 fardes, si j'ai bien compris. Monsieur Moriot. Simplement sur ce point et sur le rôle de M. Dastoy, est-ce que M. Dastoy était au courant de l'opération Othello et de la piste du trou? Opération Othello, non. L'information du trou, oui. Comme l'adjudant Le Sage et comme l'adjudant-chef Gillot, bien sûr, oui. Oui, mais Le Sage était au courant de l'opération Othello. Il savait qu'on faisait des observations à Charleroi. Donc c'est ça que je demande. On savait à un certain moment, je ne vais pas m'engager pour eux, donc ces éléments, enfin je dirais cette période litigieuse, je ne l'ai pas vécue directement. Je m'y suis intéressé, mais je ne l'ai pas vécu directement puisque je n'étais pas commandant de district. Mais il était au courant qu'il y avait des observations à partir d'un certain moment. Il suffit de regarder la chronologie donc des informations qui nous sont arrivées en provenance donc de Charleroi. Merci. Collègue Erdekens. Première question. En matière de disparition d'enfants, est-ce qu'à l'époque, d'une part, et maintenant d'autre part, il y a une sorte de plan de secours qui est préétabli et auquel on doit se référer? Une matière fédérale, parce que vous avez dit il y a des matières vraiment importantes. Oui. À ce moment-là, c'était un cas grave, oui ou non, considéré comme cas grave et jour d'aujourd'hui? Je dirais que dans l'ensemble, les faits de violence sont considérés comme quelque chose qui touche la population. Donc, il y a je dirais, une cellule au bureau central de recherche qui essaye de se spécialiser dans ce type de phénomène. Au moment des faits, à part cette notion, je dirais rien de particulier n'était développé. Maintenant, vous savez très bien que, je crois que c'est le 4 septembre, c'est la date où le ministre de la Justice a donné donc mandat à la gendarmerie pour mettre en place une cellule disparition. Donc à ce titre, il est clair que les enlèvements font partie de ces priorités fédérales. Oui, c'est une priorité fédérale depuis début septembre 1995. D'ailleurs, nous apprendrons que Mme Doutré téléphonera d'ailleurs au BCR pour avoir des infos. Donc avant, vous n'avez pas de plan, de schéma de travail, de schéma d'intervention en cas de disparition? À l'époque, à ma connaissance, nous n'avions pas, si vous voulez, un aide-mémoire pas tout à fait exhaustif, le plus complet possible, pour suivre ce genre d'enquête judiciaire. Non. Donc, autrement dit, chaque enquêteur pouvait avoir une réaction différente d'un autre? Non. Il faut replacer l'enquête sur un enlèvement dans le cadre d'une enquête ordinaire. Donc, il n'y a pas, vous savez, nous n'avons pas des recettes différentes en fonction de chaque enquête. Il y a systématiquement un canevas qui est suivi. Et il est évident, c'est en fonction des premiers éléments que l'on a recueillis sur place lors du constat, que l'on est plus ou moins bien orienté. Dans le cas d'espèce, malheureusement, les premiers éléments sont très 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 faibles. Alors, en matière de disparition toujours, les chiens pisteurs, y faisiez-vous appel systématiquement et maintenant? Ça c'est clair. Les chiens pisteurs sont, je dirais que c'est un moyen spécial qui nous sert beaucoup sur le terrain. On les utilisait avant et on continue à les utiliser maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier Julie et Mélissa à propos des chiens pisteurs? Ça, je crois que ce n'est qu'une simple... c'est un simple problème de moyens disponibles. Si nous avions dans chaque district un chien pisteur, on pourrait peut-être résoudre ce type de problème et répondre aux besoins plus rapidement. Dans le cas d'espèce, nous n'avons pas pu le faire. C'est pour ça que nous avons dû faire, je crois, appel à un autre...
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de chiens formés en la matière et qu'il faut tenir compte que ces gens-là ne font pas que ça. Mais à qui pouviez-vous vous adresser? Là, pourquoi voilà, vous avez besoin d'un chien pisteur. Oui. Julie et Mélissa disparaissent. Oui. Situons-nous le 24 juin. En soirée, il faut des chiens de suite. Oui. Que s'est-il passé et pourquoi ce jour-là n'y a-t-il pas eu dans l'heure des chiens? Mais, vous devez savoir qu'il n'y a pas un peloton, 40 chiens disponibles, 40 chiens pisteurs, parce que ça veut dire que ce sont 40 gendarmes qui ne feront pas des enquêtes, mais qui sont orientés sur ce type de mission. Donc c'est encore une fois une question de choix. À un moment donné, quand on n'a pas la capacité de tout faire, il faut se dire à un moment donné, je vais me limiter dans ce créneau à engager et à former un certain nombre de chiens. Je vais mettre autant de personnel en général, pour tel type de chien ou pour tel autre type de chien. Mais en l'espèce, que s'est-il passé dans le cas Julie et Mélissa au niveau des chiens ou du chien pisteur? Écoutez, c'est un détail de l'enquête que je ne connais pas. Mon seul souvenir est que le premier chien, celui du district de Liège en l'occurrence, n'était pas disponible et qu'on a fait appel, dans le cadre de notre système de permanence mis en place, à un autre chien. Un chien gendarme? Bien sûr. Oui. Et pourquoi pas un chien policier? Vous en avez trouvé beaucoup? Non. Je veux dire par là, sans plaisanter, il n'y a pas que des chiens de la gendarmerie, il y a aussi des chiens de police communale. Oui. Qui peuvent... Si vous n'avez pas un chien gendarmerie disponible, oui, est-il inconcevable que vous fassiez appel à un chien de police communale immédiatement disponible? Non, c'est pas inconcevable, bien entendu. Parce qu'en l'espèce, on me dit qu'à Visé, nous avons ici une de nos collègues qui est de Visé, oui. il y avait ce jour-là, ce soir-là, un chien disponible qui pouvait dans la demi-heure être sur place. Oui, voilà, vous constatez comme moi. Donc à ce moment-là, on n'y a pas pensé. Vos gendarmes n'ont pas le réflexe, ils n'ont pas de chien de la gendarmerie disponible, ils n'ont pas le réflexe de faire appel à la solidarité d'un chien d'une police communale. Absolument. À quelques kilomètres? Absolument, ce réflexe existe déjà, je peux le confirmer. Ne croyez pas que c'est la guerre des polices partout. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque des faits, au mois de juin, le district de Serein forme une entité. Le district de Liège forme une autre entité. Et la brigade de Visé fait partie du district de Liège. Donc, les enquêteurs du district de Serein n'ont pas en tête, dans un fichier, qu'il y a un chien à Visé. Il n'y a pas de lien, là. Maintenant, c'est clair, nos dispatchers à Liège, sur toute l'étendue du district, savent qu'il y a un chien à Visé. C'est ça. Absolument. Alors, une question sur l'organisation de la gendarmerie en fonction de la note de l'état-major du 30 juin 1994 à propos des BSR et de leurs relations. Il est dit à propos des BSR que dans l'exercice de leur mission, les membres de la BSR sont placés sous la direction exclusive de leur supérieur gendarme. Article 8 de la loi sur la fonction de police. Alors, à partir de cela, à qui doivent-ils obéir, les gendarmes de la BSR qui ont un mandat judiciaire d'un juge d'instruction? Leur patron, c'est le juge d'instruction ou c'est vous ou un de vos adjoints qui a autorité sur eux? Mais écoutez, je vais répéter les principes que j'ai donnés tout à l'heure. Je crois que j'avais été clair, je crois y avoir été clair. Non, à partir du moment où la gestion sensu lato, donc de l'enquête, est confiée à un chef d'enquête, et que ça lui a été confié de manière précise, exclusive et non équivoque, et je signale que cette décision de confier à un tel enquêteur plutôt qu'à un autre, à une unité, sous-unité, donc à une brigade ou à une BSR, est une prérogative du commandant de district. Quand je dis commandant de district, bien sûr, d'un collaborateur délégué pour ce faire. À partir du moment où cet enquêteur a été désigné, il devient l'interlocuteur du magistrat et il assume l'ensemble des tâches en fonction de l'article 15 de la loi sur la fonction de police. Mais, donc, je mets le lien direct entre l'enquêteur et le magistrat instructeur, mais ce gendarme, ce chef d'enquête, doit toujours répondre à ses obligations vis-à-vis de ses chefs sur base de l'article 48 de la loi sur la gendarmerie dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça, donc c'est dans cette circulaire, en fait dans cette note, il est dit les réquisitions visant à obtenir le concours de la gendarmerie, y compris la BSR, pour l'exécution de ses missions, sont adressées au commandant de district
territorialement compétent, article 48, c'est bien cela. Correct. Alors, est-il concevable, si vous êtes commandant de district, que vous disiez à une réquisition d'un magistrat instructeur, moi, je n'ai pas d'homme disponible. Je ne sais pas mettre de personnel à la disposition de l'instruction que vous souhaitez. Ce n'est jamais le cas dans les dossiers d'instruction. Pourquoi? Parce que ce sont les dossiers les plus importants. Ce qu'il peut arriver, puisque en effet, la charge de travail judiciaire est énorme, il m'arrive parfois, non pas de refuser la réquisition, bien entendu, mais de devoir prendre contact avec Madame le procureur du roi et de lui dire « Écoutez, la situation actuelle est la suivante, nous en avons plein les poches, alors si vous voulez que nous travaillions dans ce dossier, eh bien, ou bien nous laissons tomber quelque chose, ou bien vous acceptez que les délais soient un peu plus longs. » Voilà comment ça se passe. Collega Van Parijs op dit punt. Collègue Van Parijs sur ce point. Ne pensez-vous pas que ce soit là un point particulièrement sensible et douloureux? Il y a une hiérarchie au sein de la gendarmerie où le responsable est bien entendu le gendarme et le chef d'enquête qui n'a pas de pouvoir, il n'a même pas le pouvoir d'exprimer de sanctions. En tant que policier sur le terrain, vous vous trouvez dans une situation très difficile. Il faut vous justifier d'une façon hiérarchique vis-à-vis de vos supérieurs. On pourrait aussi imaginer que l'impulsion soit donnée au corps de la gendarmerie. Je me souviens des discussions et différents juges d'instruction nous ont dit à certains moments, nous avons fait appel à la gendarmerie ou peut-être aussi la police judiciaire, là je ne veux pas faire de distinction. Et on a répondu, il n'y a pas de personnel disponible. Le juge d'instruction avait mené l'enquête, mais il n'avait pas le pouvoir d'imposer, d'obliger. Alors est-ce que finalement le gendarme sur le terrain ne sera-t-il pas tenté de suivre les instructions de sa hiérarchie et non pas celles du juge d'instruction dont il a fort peu à craindre? Donc je vais répéter encore ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être d'une autre façon. Donc je ne vois absolument aucun problème, contrairement à ce que vous semblez dire. À partir du moment où le juge d'instruction a envoyé une réquisition, cette réquisition doit être exécutée. Dans ce cadre-là, si le chef d'enquête sait qu'il est l'interlocuteur, il se doit de l'exécuter. Je ne vous parle pas des délais, ça dépend du type de dossier, bien entendu. Et ce n'est pas parce qu'il doit rendre compte finalement de son activité, et quand on dit rendre compte de son activité, c'est simplement montrer qu'il fournit un travail de qualité, montrer qu'il répond aux besoins du juge d'instruction. C'est là qu'est notre rôle. Et je ne vois pas en quoi ça peut empêcher une enquête de fonctionner. Ja, maar toch wel, enfin, als ik u verder mag confronteren met het probleem. Non, en fait, je voudrais encore une fois vous confronter au problème. Le problème peut aller très loin si vous reliez le problème au problème de l'information que vous êtes en train de collecter. Si par exemple, dans une enquête comme celle-ci, il y a diverses pistes qui soient possibles et on a une information au sujet de différentes pistes envisageables et l'enquêteur sur le terrain ne dispose que de l'information sur une piste et ne la transmet que cette information-là au juge d'instruction et garde les autres informations pour lui-même. Alors à ce moment-là, l'enquêteur, bien sûr, peut avoir été orienté par la hiérarchie de la gendarmerie et à ce moment-là, le juge d'instruction n'a plus la possibilité de diriger effectivement l'enquête. Donc effectivement, c'est un problème très grave. Ma question est la suivante, est-ce qu'il ne serait pas plus souhaitable que dans des devoirs judiciaires, ce soit le juge d'instruction qui ait le pouvoir hiérarchique et qui ait la possibilité d'effectivement sanctionner. Parce que sinon, le juge d'instruction n'aura que la direction théorique, mais dans les faits, c'est le corps de gendarmerie lui-même qui détermine le comment de l'affaire. Je crois que c'est un problème tout à fait essentiel qui se pose.
Monsieur le Président, je me permettrai de ne pas répondre à votre deuxième question. Je ne crois pas qu'elle ait un rapport quelconque avec l'enquête. Si vous voulez débattre sur le pouvoir disciplinaire du juge d'instruction vis-à-vis des chefs d'enquêteurs, je ne crois pas que c'est le débat. Oui, enfin, c'est... Je ne dis pas que c'est le débat ici. Non, mais nous cherchons... N'oubliez pas, Monsieur Chantry, qu'une des missions de cette commission est faire des recommandations aux législateurs. D'accord. Et donc, je trouve que l'exemple qui est cité par le collègue Van Parijs vaut le mérite, puisque vous êtes présent ici, d'être répondu, même si c'est un cas théorique que nous vous posons. C'est intéressant d'avoir votre sentiment à ce sujet, ne fût-ce que dans l'optique de trouver une solution positive. Mais je peux le concrétiser, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Van si Parijs. vous avez dans ce dossier-là une piste du trou, et vous avez des informations, les enquêteurs ont des informations, ils ne donnent pas ces informations au juge d'instruction. Le juge d'instruction n'a aucune possibilité de pouvoir, sur ces informations-là, ou d'obliger les enquêteurs à donner ces informations. Et que, entre-temps, on donne au juge d'instruction des autres informations sur une autre piste, qui est peut-être moins intéressant, mais qui est le plus intéressant pour le corps, pour la gendarmerie. Alors, qu'est-ce que peut faire Ce n'est pas, à ce moment-là, nécessaire que le juge d'instruction a la possibilité de pouvoir sur les informations et d'obliger les enquêteurs à donner ces informations pour que l'enquête peut aller dans le sens où l'on... Enfin, qui est le mieux pour le dossier, pour faire résulter l'enquête. J'ai franchement des difficultés à comprendre votre position, parce que tout le système est basé sur, des hommes qui, jusqu'à preuve du contraire, essayent de travailler de la manière la plus qualitative possible pour tenter d'élucider les faits. Ce sont des gens qui sont là pour ça. Tenant compte du nombre de juges d'instruction, je ne comprends pas quel système on peut mettre en place pour obliger tous les enquêteurs à donner toutes les informations au juge d'instruction pour que le juge d'instruction puisse imposer toutes les pistes. Ce n'est pas possible. Le système est basé sur un travail de terrain avec des gens qui, en principe, travaillent dans le but de bien faire. Et il est clair qu'il y a un tri à la base, c'est évident. Et c'est vrai, il est basé sur la confiance. Et que, évidemment, à partir du moment où la confiance n'est plus respectée, le juge d'instruction a quand même la possibilité d'avertir le responsable. Il arrive de temps à autre qu'un juge d'instruction me téléphone en disant « Voilà, j'ai un problème à régler tout à fait particulier. Nous sommes là pour le résoudre. » Mais je ne vois pas de piste de solution dans ce que vous... Mais n'êtes-vous pas demandeur vous-même, la gendarmerie, pour avoir des directives précises et concrètes en ce qui concerne l'information qu'il faut donner au juge d'instruction? Parce qu'à ce moment-ci, le problème se pose. Le problème se pose dans ce dossier-ci. Le problème se pose dans le dossier du Brabant-Wallon. Et alors, vous avez des responsabilités. Lorsqu'il y a des directives concrètes du Parlement ou bien par un arrêté royal, enfin, il faut le voir, pour vous, ce ne serait pas mieux de pouvoir marcher comme ça. Non, je répète encore une fois, je sais que c'est très difficile. Nous avons une culture policière. Il est très difficile pour nous de vous faire comprendre la réalité du travail de terrain. Je le répète, il y a trop d'informations que pour, à mon avis, je dis bien à mon avis, pouvoir déterminer des principes, je dirais des principes à partir desquels on devrait donner des informations. Non, ça ne me paraît pas réaliste et pratique. Et votre raisonnement n'est-il pas trop inspiré par la situation hiérarchique, enfin, presque militaire toujours de la gendarmerie, et pas dans un nouveau esprit où la gendarmerie, dans les enquêtes judiciaires, est au service de l'enquête et de juge, enfin dans ce cas-ci du juge d'instruction? Monsieur, je peux vous certifier que je ne suis pas un officier prussien et que nous sommes là pour répondre à votre deuxième hypothèse, c'est-à-dire répondre en effet aux besoins de l'autorité, en l'occurrence soit le juge d'instruction, soit le magistrat. C'est ça. Je voudrais retourner à M. Hirdekens qui avait la parole, mais encore plus ponctuel que la question
soulevée par le collègue Van Parijs. Oui, Président. Admettons qu'il y a une constatation qui se fait dans une observation POSA, donc une technique particulière. La constatation arrive, il faut une évaluation. À ce moment-là, c'est l'officier de gendarmerie, par exemple, qui fait cette évaluation. S'il estime qu'elle est négative, est-ce qu'il la tient pour lui-même ou est-ce qu'il doit en tout cas la remettre au juge d'instruction? Non, je le répète, donc il est absolument impossible de donner toutes les informations. Le juge d'instruction compte justement sur ses enquêteurs pour faire un tri. Donc dans le cas d'espèce, c'est une opération spéciale, donc un officier a dû intervenir et c'est lui qui, en recevant ses rapports d'observation, fait une évaluation en tenant compte de sa connaissance du dossier et dit à un moment donné, oui, cette piste est intéressante, non, celle-là n'est pas intéressante, donc je vais dire au magistrat ce qui est intéressant. Trouvez-vous pas que c'est une manière de penser qui est assez dangereuse parce qu'il se pourrait que, par exemple, si le juge d'instruction recevait la même constatation et ferait une évaluation contraire, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut aboutir. Et peut-on comprendre que dans une enquête, les gendarmes chargés de l'enquête sachent à quel moment ils doivent transmettre l'information au BSR, mais ne sachent pas à quel moment et selon quels critères ils doivent le transmettre au magistrat instructeur? Il semble, à vous entendre, que vos gendarmes savent très bien quand ils doivent transmettre l'information au BCR, mais ne savent pas quand ils doivent transmettre au magistrat instructeur. Comment est-ce compréhensible? Ou ne serait-il pas plus simple de considérer que ce qui est jugé important pour le BCR doit l'être automatiquement pour le magistrat instructeur? C'est pas nécessairement. Je le répète, je parle de ce qui se passe. Je parle de ce qui se passe, donc avec notre système actuel, le nombre de juges d'instruction actuels, il est impensable de donner toutes dans les principes. Je ne parle que des principes. Qu'on pourrait raffiner le système. Il est impossible de tout donner. Oui. Mais on ne donne pas tout non plus au BCR. Alors si vous trouvez que c'est une solution, elle me paraît... Oui, mais il y a quand même encore les magistrats du parquet qui sont également dans une affaire, et qui sont responsables dans un certain sens pour guider l'information ou compléter le dossier répressif. Non, écoutez, ou bien l'affaire est à l'instruction ou elle ne l'est pas. Si elle est à l'instruction, notre seul point de référence, c'est le juge d'instruction. D'accord. Si elle n'est pas à l'instruction, notre point de référence, c'est le magistrat du parquet. Mais je constate quand même, ici, on peut améliorer le système si on est de bonne volonté. Et comme l'a été déjà décrit, s'il y a des informations qui sont vraiment utiles, si on peut les remettre à plusieurs points de référence, on a beaucoup plus de possibilités d'arriver au but. Donc là, je crois qu'une solution est possible. C'est ce que la Commission voudrait apprendre de votre bouche. Oui, je sens que vous êtes de bonne volonté à ce point. Donc le travail, il est clair que le travail de terrain ne peut pas se faire sans bonne volonté et sans bon sens, c'est évident. Collègue Eerdekens. Monsieur Chantry, vous faites droit à une réquisition d'un juge d'instruction. Vous mettez à sa disposition 3 hommes. Or, dans cette note de la gendarmerie, pour les BSR, il est dit que la BSR donc, est une unité de la gendarmerie qui est sous le commandement direct du commandant de district qui l'actionne selon les priorités nationales et locales de la gendarmerie. Que se passe-t-il lorsque les priorités du juge d'instruction qui a fait une réquisition que vous avez acceptée ne sont pas celles de la gendarmerie au niveau local ou national? Écoutez, c'est clair. Notre première mission, c'est de répondre aux besoins des magistrats. Et en fonction de notre potentiel d'initiative qu'il resterait, on essaye de faire autre chose, en tant que service de police fédérale. Prenons un exemple. Les enfants disparaissent le 24 juin. Oui. Vous mettez un nombre important d'hommes à la disposition de l'enquête, c'est très bien. Mais nous sommes en période de congé. Qui accorde les congés? Le juge d'instruction, ce n'est pas elle qui accorde les congés au personnel. Parce que vous voulez leur donner ça en plus? Non, je ne le demande pas. Mais si vous accordez à vos 12 hommes, je prends un exemple théorique, 1 mois de congé à partir du 1er juillet, vous avez fait droit à une réquisition qui n'aboutit à rien de concret puisqu'il y a des hommes en vacances. C'est ça ma question.
Oui, je peux vous signaler que dans cette enquête-ci, la majorité des enquêteurs n'ont pas pris leur congé. Oui, mais ça, nous le savons. Et nous avons été obligés de leur faire prendre congé parce que ces gens étaient en train de craquer. Ça, c'est exact. Vous avez raison, mais je parle moi, du cas théorique. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas seulement dans le cas de Julie Mélissa, nous sommes dans le cas des disparitions d'enfants. Donc, à la limite, si ce que souhaite faire le juge d'instruction ne plaît pas au commandant de district, mais le commandant de district qui a autorité sur ces hommes peut, à la limite, prendre des mesures administratives qui font que vos hommes ne savent pas à qui ils doivent obéir à certains moments. Est-ce au juge d'instruction ou est-ce à vous? Je crois que le commandant de district est là pour être à l'écoute du personnel qui a ce type de problème. Et à partir du moment où il y a ce type de problème, nous essayons d'avoir une vue globale sur l'ensemble des problèmes que nous avons, puisqu'il n'y a pas que ce juge d'instruction qui va fixer une priorité. Il y a tel premier substitut de telle section, il y a tel autre premier substitut de telle autre section, il y a l'auditeur du travail. Donc nous avons toute une série de personnes qui ont des priorités, et notre rôle à nous est justement à ce moment-là, évidemment les dossiers à l'instruction, il n'y a rien à faire, ce sont des dossiers prioritaires, et c'est ceux-là, c'est sur ceux-là que l'on travaille d'abord. Alors j'en viens maintenant du cas théorique au cas pratique du trou, Julie Mélissa. Et je me demande si ce qui a mal fonctionné n'est pas la conséquence de cette circulaire. Je m'explique. Et j'aimerais avoir votre avis. Dutroux est repéré immédiatement par Petens. Nous sommes bien d'accord. Fax le 7 juillet à Grasse-Sologne par Petens. Et le BCR se saisit du dossier au mois début août, le 7 août, organise le 9 août la réunion sous l'égide du BCR avec 4 BSR. Ça se fait à Charleroi. Et c'est à partir de cela, après le dernier rapport du 16 août de Michaud, Petens, qu'on monte l'opération Othello. Mais c'est le BCR qui a organisé ça. Est-ce qu'à ce moment-là, dans le cas qui nous occupe, Dutroux n'est pas finalement une priorité nationale de la gendarmerie au travers du BCR et pas une priorité pour le juge d'instruction? C'est ça ma question. Je m'excuse, mais vous me parlez de détails d'une enquête. Je n'étais pas suffisamment en contact pour répondre à votre question. Ah oui, mais la circulaire dit que la BSR est actionnée selon les priorités nationales de la gendarmerie. Donc si Dutroux devient pour le BCR une priorité nationale au travers de 4 brigades, c'est le juge d'instruction qui a la priorité. C'est ça ma question. Est-ce que finalement ce dérapage n'est pas la conséquence de cette circulaire de l'état-major? Absolument pas. Ne fût-ce que dans les principes. Je dirais que pour moi, ça n'est pas possible. Ni dans les principes, ni dans la pratique. Mais vous êtes mal pris, vous devez obéir à votre circulaire de l'état-major et en même temps au juge d'instruction. Mais je ne suis mal pris en aucun cas. Je ne suis mal pris en aucun cas. Vous êtes mal pris. Quand même que si on travaillait dans la logique que vient d'expliquer le collègue Irdekens, et qu'également pour le juge d'instruction, c'est une matière nationale et qu'elle le sache, à ce moment-là, il y a quand même une confusion qui a joué dans ce dossier. Non. Je crois que dans le cas d'espèce, que le phénomène, soit dans une priorité nationale ou locale, n'a pas joué. On a travaillé sur une enquête d'enlèvement. Et jusqu'à preuve du contraire, on a fait beaucoup pour y arriver, malgré tous les dysfonctionnements. Oui, mais monsieur Chantry, soyons de bon compte quand même. Dutroux, avec tout ce qu'on sait au BCR, c'est le principal suspect. Et vous trouvez normal qu'on n'ait pas fait un rapport écrit, un procès-verbal à Madame Doutrève? Je ne me prononcerai pas, monsieur Irdekens. Vous êtes en train de vouloir me faire dire des choses pour lesquelles je ne suis pas suffisamment au courant pour me prononcer. Mais si vous êtes au courant. Excusez-moi. Si vous n'êtes pas au courant, personne ne l'est en Belgique, monsieur Chantry. Non. Je répète, jusqu'au 31 décembre, je n'étais pas commandant de district, je n'étais pas chef d'enquête, je n'étais pas officier judiciaire chargé du suivi. Imaginons, vous êtes commandant de district. Vous pouvez me poser des questions sur les principes, mais ne me demandez pas de descendre dans le détail de cette enquête. Oui. Même si on essaye de faire par l'exemple cité... Soit, ce n'est pas vous qui êtes concerné, je veux bien l'admettre, mais enfin, c'est quand même extravagant pour tout observateur averti ou non averti, qu'à propos du principal suspect, vis-à-vis duquel on a déployé tellement de moyens, où le BCR s'est mobilisé, parce que pour moi, le BCR ne s'est mobilisé à ce point que pour Dutroux, dans le dossier Julie et Mélissa.
Donc pour le dossier du principal suspect, il n'y a aucun rapport écrit au juge d'instruction. C'est pas normal quand même. Je vais vous répondre sur le plan des principes. Le BCR ne s'est pas occupé que de Dutroux. Le BCR nous a également appuyé, nous, à Grasse-Sologne. Il a fourni des aides chez nous. Donc, il ne s'est pas orienté que sur Dutroux. Surtout sur Dutroux. Il a effectué son rôle habituel. Il n'y a que sur Dutroux qu'il a fait une réunion de plusieurs BSR. Si vous voulez demander, si vous voulez poser des questions au commandant du BCR, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Collega Van den Bos. Dank u, voorzitter. Ik wil nog eens terugkomen op het verzamelen van informatie. Je voudrais revenir sur la collecte d'informations. Je suppose, enfin je peux comprendre que l'on recueille énormément d'informations et que toute cette information n'est pas utilisable pour l'enquête et que l'on décide soi-même ce que l'on transmet ou ce que l'on ne transmet pas. Mais ça n'a plus grand-chose à voir avec la façon dont un juge d'instruction mène l'enquête, à savoir c'est lui qui décide de ce qui doit être transmis. Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité, à savoir une mauvaise relation entre le juge d'instruction et le corps de gendarmerie qui fait que l'on ne transmet pas ce qui doit être transmis. Et pour être plus concret, je ne comprends plus du tout le rôle de M. Lamocque, qui est coordinateur et qui dit on ne peut pas tout transmettre. Si on ne peut pas tout transmettre au juge d'instruction, pourquoi ne le transmettons pas à lui? Puisqu'il lisait tout, il fallait qu'il dispose aussi de toutes les informations. Donc je vais revenir sur le rôle de M. Lamocque. Donc M. Lamocque est coordinateur. Rien ne prévoit qu'il doit recevoir toutes les informations. La majorité de l'effort qui a été fait dans cette enquête a été fait à Grasse-Sologne. Je crois qu'on vous l'a dit, les principes de travail mis en œuvre par cette cellule étaient que chaque matin, il y avait une réunion de travail où le chef d'enquête traitait des informations de la veille, du travail de la veille, du travail du jour et des informations récentes. Mais sans M. Lamocque. Sans M. Lamocque, oui, mais M. Lamocque fait partie de la police judiciaire et M. Lamocque ne fait pas partie de la gendarmerie. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas tout à fait, M. Chantry, en ce sens que le BCR, pour bien fonctionner, doit avoir comme son rôle coordinateur toutes les informations, sinon c'est impossible de coordonner. Ce que vous acceptez pour le BCR, forcément, on doit le retenir pour le chef d'enquête, parce que comment voulez-vous qu'il coordonne tout ce qui doit être coordonné s'il n'a pas toutes les informations? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est justement là est-ce que je peux vous éclairer se trouve le nœud sur une question de notion? Quand on parle de coordinateur, comme l'était M. Lamocque, et quand je parle, moi, de la coordination du BCR, ce sont des rôles tout à fait différents avec des mêmes mots. Quand je dis coordinateur au BCR, ça veut simplement dire qu'à partir du moment où dans le dossier, on doit exécuter une opération qui dépasse le district, qui implique plusieurs districts, son rôle est de coordonner sur le terrain les opérations en disant, écoutez, on vous demande, vous, de participer à l'enquête de... Parce qu'eux ne savent pas tout faire, ils ne savent pas faire 15 perquisitions en même temps. C'est là qu'intervient le rôle de coordination. Donc il ne faut pas le prendre au sens de la coordination qu'éventuellement aurait pu avoir... C'est une forme de coordination, celle du chef d'enquête, qui peut également aller au-delà de l'arrondissement judiciaire et qui peut avoir une fonction nationale. C'est ce qui s'est par ailleurs effectué, ce qui a été effectué à Charleroi. Je vous rappelle que le contexte légal est prévu. Je regrette, M. Lamocque n'a pas d'ordre à donner à la gendarmerie. Oui, mais ça on a bien... Donc il ne peut pas coordonner au sens où vous l'entendez. Oui, mais si le chef d'enquête était quelqu'un de la gendarmerie, il aurait bien été informé. De quoi? De toutes les informations que vous avez à Grasse-Sologne, de tout. De toutes les informations que la gendarmerie a. Mais le coordinateur, s'il vient chez nous, mais le coordinateur, s'il est gendarme
il est chef d'enquête, donc il est dans la cellule, donc il aura les informations qui nous arrivent chez nous. Maintenant, de là à dire qu'il aura toutes les informations, je n'en sais rien. Donc un coordinateur qui n'est pas, n'appartient pas à la gendarmerie dans votre structure. Si M. Lamoque était gendarme, il n'y aura pas... Il peut fonctionner si l'on met au point, je le répète, des processus de concertation développés, si l'on fait preuve de beaucoup de bon sens, et pour moi, il y en avait. M. Lamoque a toujours eu de très bons contacts avec nous. Le bon sens, il faut l'aider. Hein. Bien sûr, le bon sens, il faut l'aider. D'où l'importance du juge d'instruction, Monsieur le Président. Collega Van Deurzen, oui. Monsieur Van Deurzen. Ja, ik zou eventjes op die... Je voudrais, si vous le permettez... Claire, vous avez bien dit que c'était le BCR qui intervenait quand les problèmes se posaient au-delà du district et pour coordonner entre différentes brigades, par exemple. Donc c'est la raison d'être de la réunion du 9 août, où le BCR doit arbitrer une coordination entre différentes brigades de la gendarmerie qui sont sur le même problème, si je puis dire. Voilà. Et c'est l'échange d'informations en l'occurrence. Donc c'est bien à ce stade-là le BCR qui prend la responsabilité de dire c'est tel ou tel qui va accomplir telle ou telle mission. Pas du tout. Comment non? Non. Alors à quoi consiste cette coordination si elle ne consiste pas à coordonner? Pas dans le cas d'espèce, puisque là vous entrez dans le fond même de la mission judiciaire. Quand je parle de coordination, prenons un cas particulier. Prenons un cas particulier, un magistrat. Et c'est souvent le cas dans les opérations pour lesquelles le magistrat national est au courant. Mais prenons une opération où un magistrat demande toute une série de perquisitions simultanées. Dans ce cadre-là, comme plusieurs districts, et pas brigades, les brigades, c'est le niveau inférieur au district. Oui. Quand plusieurs districts sont concernés, c'est le BCR qui tente de faire en sorte que nous mettions les moyens en personnel et en matériel à la disposition du magistrat pour que cela se passe comme il faut. Voilà son rôle. Et il ne faut pas aller chercher ailleurs son rôle. Mais dans la réunion du 9 août, c'est bien une coordination par le BCR de l'action de plusieurs districts. Mais vous savez bien pourquoi cette réunion a lieu. Je ne vais pas répéter là-dessus. Enfin, j'ai suivi le débat comme beaucoup. Oui, mais donc c'est dans le rôle de coordination du BCR. Vous savez bien pourquoi cette réunion a eu lieu. Ik denk dat we hier toch op een belangrijk punt zitten. Je pense que nous en sommes à un point extrêmement important. Et d'après les avis généraux, des conclusions qui doivent être formulées, alors je pense qu'il y a des questions qui ont un certain caractère abstrait, mais qui sont très importantes. Et je voudrais poser un certain nombre de questions de façon explicite. Il n'est pas exceptionnel dans notre pays que dans des affaires complexes, on ait différents enquêteurs qui travaillent pour un juge d'instruction sous la direction d'un chef d'enquête, d'un coordinateur, et que différents corps de police y soient impliqués. Donc, vous me demandez si ce n'est pas l'exception que dans une enquête, on engage plusieurs enquêteurs. Oui. Qui se sont regroupés dans une cellule avec un chef d'enquête, un coordinateur. Non, ce n'est pas... il y a pas mal de cas, mais ce n'est pas la majorité. Non. Mais à Liège, et encore actuellement, nous avons des enquêtes qui sont menées en collaboration avec la police judiciaire et la gendarmerie, et où cela fonctionne très bien. Oui. Als ik u goed begrepen heb, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, ni la définition de ce qu'est la tâche du coordinateur, ni la définition de la tâche du chef d'enquête, ni l'impact que l'un ou l'autre peut avoir sur les membres de la cellule appartenant à d'autres corps de police, toutes ces définitions ne sont donc pas définies. Ce n'est pas réglementé d'une façon ou d'une autre. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de lien prévu entre le coordinateur s'il est d'un côté, quand je dis d'un côté, s'il est police judiciaire ou s'il était gendarmerie, et inversement. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune liaison hiérarchique entre les deux. Oui, ça je le confirme, à moins que quelqu'un trouve un nouvel article. Maar
naar uw inzicht. D'après votre façon de voir, votre idée, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une lacune importante? Enfin, je trouve que c'est quand même un élément dont nous avions déjà connaissance ou que nous soupçonnions, mais est-ce que ce n'est pas une lacune importante dans l'organisation de nos services de police et dans notre paysage policier? Vous nous dites que l'on suppose bien sûr que les gens sont de bonne foi et qu'ils vont travailler en bonne conscience et qu'ils vont transmettre les informations, mais vous savez tout comme moi qu'aucune organisation ne peut offrir un service de qualité s'il n'y a pas un mécanisme de contrôle interne, une évaluation tant du fonctionnement des personnes en fonction de profil, qu'est-ce qu'un coordonnateur, qu'est-ce qu'un chef d'enquête dans une telle enquête, qu'est-ce que l'on attend d'un juge d'instruction, parce que là, à nouveau, j'ai l'impression que les policiers ont d'autres attentes du juge d'instruction, que le juge d'instruction n'a traduit que ce qui est donc sa position dans cette enquête en cours. Donc, en fait, si l'on regarde l'évaluation, on peut se dire que l'évaluation des procédures, qu'est-ce que l'on a décidé, que l'on va faire des réunions, que l'on va faire des rapports, que l'on va faire des procès-verbaux, toutes ces décisions qui doivent être prises, toute cette coordination, en fait, n'existe pas. Et est-ce que, d'après vous, ce n'est pas un élément essentiel pour pouvoir fonctionner de façon globale et de façon efficace? Est-ce que vous pourriez me poser une question précise, parce que c'était très long, votre intervention. Il n'y a pas de procédure, pas de protocole entre les corps de police. Il n'y a pas d'évaluation de savoir si on fonctionne bien dans une fonction coordinateur, chef d'enquête. Mais on n'a pas besoin de ça pour régler les travaux entre les corps de police. Donc je le répète, cette mission, pour moi, incombe au juge d'instruction. Ah oui, mais... C'est lui qui doit établir ses principes de travail en accord avec les deux corps de police qui sont engagés tous les deux dans l'enquête. Et dans les affaires où il n'y a pas de juge d'instruction, qui fait ça alors? Quand il n'y a pas de juge d'instruction, en général, l'enquête est adressée uniquement à un service de police. Et chacun traite son dossier parce qu'il en est titulaire. Mais ici, donc, dans votre conception, c'est le juge d'instruction, s'il y a deux corps de police, il y a en somme deux chefs d'enquête. Oui, pour moi, pour chacun de ces corps. Oui. Alors que si le juge d'instruction demande ou désigne un chef d'enquête qui appartient à la police judiciaire et qu'il n'y en a pas à la gendarmerie, là, il peut y avoir des dysfonctionnements, sauf si on est de bonne volonté. Bien entendu. Mais le système ne peut pas dépendre de la bonne volonté de quelqu'un. Ça n'est pas une bonne organisation qui fait ça. Il faut ne me demandez pas de faire la loi, ce n'est pas mon rôle. Non, mais je vous demande l'avis là-dessus. Je m'excuse, mais nous appliquons le système légal qui est mis en place. Je vous donne la façon de travailler maintenant. Oui, mais vous êtes quand même... Le système légal est basé sur une circulaire. D'accord. Non, pourquoi une circulaire Non, également la loi sur je parle de la loi sur la fonction de police, ce n'est pas une circulaire. C'est la loi. J'ai encore M. Annemans de Crolly, Morio, de Cerclas et Mme Herzing. Meneer Annemans? Oui. Monsieur Annemans. À un moment donné, j'arrive. Monsieur le Président. Voilà. Je voudrais revenir sur le rôle du BCR. Est-ce que sa tâche n'était pas de transmettre ces informations, à Madame Doutrève, parce qu'il y a... Absolument, je confirme. Un lien. Donc, sur place... on n'a pas de tâche là. C'est pas son rôle. Voilà. L'information, c'est le chef d'enquête gendarmerie qui est là pour assurer cette transmission. Si en fonction du cadre de travail qu'il avait, en fonction des autres informations, il estime qu'elle est importante. Bien entendu. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir quels sont ces autres dossiers assez importants
qui, à un moment donné, serait rentré en concurrence objective avec le dossier Julie et Mélissa. Vous avez évoqué ces dossiers au moment où vous interrogez sur la réduction d'effectifs au service de l'enquête Julie et Mélissa. Monsieur de Crolly, je ne saurais pas vous faire une liste. C'est une appréciation donc faite à l'époque, en fonction des avis que j'ai obtenus donc de mes collaborateurs, mais je n'ai bien sûr pas demandé « faites-moi la liste de tout ce que vous avez à faire ». Non, je ne décompose pas comme ça toutes les tâches compte tenu des éléments qu'il y avait dans le dossier. Donc je le répète, il y avait une diminution dans le nombre d'informations, une diminution dans les hypothèses de travail, et tenant compte des autres dossiers, mais il faudrait retourner alors à 1995, les autres dossiers pour lesquels nous travaillons donc au profit du parquet et des juges d'instruction, qui étaient là. Bon, maintenant, ça c'est le cas de la BSR, qui est orienté vers les enquêtes judiciaires. Pour la brigade de Grasse-Sologne, je rappelle bien entendu que nous ne sommes pas que service de police judiciaire, mais également que nous avons des compétences en matière administrative. Donc c'est une évaluation de toute cette charge de travail, inclus par exemple pour Bierzet le contrôle aux aéroports. Donc c'est une appréciation globale de la charge de travail qui a conduit à cette décision. Mais je ne saurais pas vous donner une liste des gros dossiers. Donc ce n'étaient pas des gros dossiers du même type que celui-là. Hein. C'est un ensemble de dossiers et une charge de travail globale qui m'a fait donc pencher pour cette solution après avoir pris l'avis donc de mes collaborateurs. Mais j'en assume l'entière responsabilité. Collègue Morio. Oui, Monsieur le Président. La première question, vous me l'avez soufflé. Mais donc, si j'ai bien compris, je voudrais que ce soit très clair, le juge d'instruction qui désigne un chef d'enquête de la PJ dans la structure actuelle sait qu'il se condamne à avoir des problèmes si la bonne volonté ne fonctionne pas. Absolument. Dans la pratique, c'est ça, exactement. Merci. Ah non, j'ai ma deuxième question, Monsieur le Président, parce que c'est aussi important. Le 9 du 8, donc on revient, c'est la fameuse réunion du 9 août, il y avait deux hypothèses, une qui était de demander des mandats de perquisition à Liège, l'autre était de maintenir le dossier à Charleroi en fonction de tous les éléments que vous savez, vous avez suivi les auditions, sauf si des éléments concrets, des éléments en plus ne venaient par rapport aux informations dont on dispose le 9. Alors le 16 août, nous savons qu'il y a un fax qui arrive du capitaine Ball. Alors la première question que je voudrais vous demander, très précise, est-il vrai que la gendarmerie n'a pas à montrer des fax à son juge d'instruction ou à son chef d'enquête? La coutume policière fait que nous ne montrons pas tous les documents de travail aux magistrats instructeurs. C'est d'ailleurs le même principe pour la police judiciaire. Je vous explique comment ça se passe. Il est impossible pratiquement de montrer, et en l'occurrence dans ce dossier certainement, s'il avait fallu montrer à Mme Doutreuil tous les documents que nous avons traités, et je veux parler encore une fois de ces 40 classeurs, s'il avait fallu montrer tous les autres procès... Non, on parle d'un fax précis. Dans ce cas-là, donc il y a une décision qui a été faite avec le BCR. S'il y a des éléments en plus, donc je sais bien qu'ils sont là. Donc, et encore, on n'a pas tout. Donc le problème, c'est qu'ici, on a des informations, on demande de les réactualiser, on le fait. On demande des éléments en plus, on le fait. Et on a un rapport, vous avez certainement lu ce fax parce qu'il est au nœud de toutes nos discussions. Le problème... parce que je veux bien admettre qu'on en parle soit de manière anecdotique, comme on a dit, mais même si on en parle de manière anecdotique, si jamais on avait montré le fax, ça peut changer le cours des choses. Alors c'est là la question que je vous pose, est-ce qu'il y a un ordre, une règle? Vous me dites que c'est une coutume qu'on ne montre pas son fax, et pourquoi? Non, je dirais qu'il n'y a pas une règle, tout dépend du contenu de ce fax par rapport au dossier. C'est vrai qu'il y a des informations à caractère policier qui, en fonction du contenu, ne peuvent pas être portées à la connaissance du juge d'instruction parce qu'il n'a pas à en connaître, parce que ça n'a peut-être pas un trait... Bon, en l'occurrence, les intéressés à l'époque, compte tenu du cadre de travail qui était le leur, ont pris cette décision. Ils l'ont fait en âme et conscience. Maintenant que
que vous pensiez qu'il eût été mieux à l'époque de faire autrement, je n'en disconviens pas. Mais je répète, les enquêteurs ont travaillé de bonne foi, ils ont agi en fonction du cadre de référence qui était le leur, en fonction de tout ce qui se passait à ce moment-là. Oui, mais si je vous suis, le cadre de référence, Monsieur le Président, le cadre de référence, c'est que c'est le juge d'instruction, si je vous suis bien, qui doit faire la coordination. Mais je vous rappelle alors, que qui madame... doit apprécier quand à une information? On sait que c'est quand même un suspect. C'est pas n'importe quel suspect, puisqu'il y a eu une réunion à Charleroi de coordination avec le BCR. Je suis votre raisonnement. Il y a eu une réunion, qui n'est quand même pas une réunion, on n'en a pas fait des dizaines comme celle-là. Donc c'est quand même pas un suspect banal. On fait une réunion. À ce moment-là, on va en parler. Si je suis une version, hein, moi je n'essaye pas, je ne pose pas de jugement. On suit une version, on dit de manière anecdotique, n'eût-il pas été simple de donner le fax pour faire comprendre que ce n'est pas anecdotique, plutôt que de se retrancher en disant non, je ne dois pas montrer mes fax au magistrat instructeur. Mais alors, je vous pose une sous-question, comment peut-on coordonner si on ne peut pas voir les documents? C'est pas compliqué. Je répète, en fonction des conditions de l'époque, et je crois que toujours maintenant c'est comme ça, il est pratiquement impossible de mettre devant les yeux de tous les juges d'instruction tous les documents que les enquêteurs traitent. Alors vous devez quadrupler le nombre de juges d'instruction. À quoi sert-il d'avoir un juge, excusez-moi, à quoi sert-il d'avoir donc un enquêteur si il ne peut pas se permettre d'avoir une action intelligente? Il suffit d'un robot pour donner un papier à un juge d'instruction. Notre système ne demande pas ça aux officiers de police judiciaire. Il demande un travail intelligent. Je ne dis pas donner, je dis pour convaincre, puisque c'est là qu'est le problème. C'est que d'un côté, on nous dit qu'on a présenté les choses de manière anecdotique, et de l'autre, on dit qu'on a présenté les choses sérieusement. Donc la question que je pose, la meilleure manière de convaincre, puisqu'on voulait convaincre, n'est-il pas de donner le fax? Et à cela, on nous répond, nous ne pouvons pas donner nos documents de la gendarmerie à un magistrat instructeur. Mais votre question est tronquée, en ce sens que, à l'époque, vous savez maintenant qu'il y a une version différente, anecdotique, sérieuse. À l'époque, quand ça s'est passé, il n'y a pas eu de heurts. L'information pour l'un et pour l'autre a été donnée. Donc c'est clair que si à ce moment-là, le juge d'instruction n'avait pas été convaincu, peut-être aurait-il donné le fax. À partir du moment où il donne l'information, qu'il estime pour question de pratique judiciaire, bon, écoutez, voilà l'information. Je ne veux pas parler de la façon dont cette information a été retenue par Mme Doutrève. Mais à partir du moment où ce contact se passe bien, pourquoi voulez-vous qu'à l'époque, il veuille convaincre le juge, puisque pour lui, il n'y a pas de problème, il donne l'information. Point. Oh, donc si c'est une piste sérieuse, juste pour terminer, si c'est une piste sérieuse, Monsieur Lesage doit en parler à Mme Doutrève, coordinatrice. Si elle ne le prend pas au sérieux, il doit lui montrer le fax. Si elle le prend au sérieux, elle peut lui demander le fax et il doit lui donner. Bien entendu. Ça ne pose pas de problème. Bien sûr, la manière dont on organise une enquête et on s'assure de son efficacité. Et dans le cas, en commençant d'abord dans le cas précis, vous avez dit le chef d'enquête, enfin ne revenons pas sur les libellés chefs d'enquête tels que vous nous les avez expliqués, mais pour vous, le chef d'enquête, gendarmerie, appelons ça comme ça, oui, d'accord. C'était M. Gillot. Absolument. Quelle était alors la place de M. Lesage? Monsieur Lesage était pour moi son premier collaborateur en tant que membre BSR mis en appui de la brigade locale pour l'aider dans cette enquête particulière. Donc c'était pour lui l'homme qui était au centre de l'arrivée des informations. Donc si vous voulez, c'était lui qui devait faire une première analyse, répercuter les informations les plus importantes. Et c'est ensemble qu'à la réunion du matin, on dispatchait ces informations en disant, bon, celle-là, elle vaut la peine, celle-là, elle ne vaut pas la peine. Et dans les relations alors avec le juge d'instruction, qui était ou devait être la personne de référence pour le juge d'instruction? Qui devait être la personne de référence? Parce qu'un juge d'instruction, on cherche à organiser une enquête efficace. On ne peut pas avoir 36 000 enquêteurs qui viennent lui rendre compte. Alors il y a une fois M. Gillot, une fois M. Lesage, puis une fois M. Lamoque, et puis comment voulez-vous qu'on coordonne convenablement? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si le chef d'enquête, c'est M. Gillot, le passage obligé de tout devrait être M. Gillot, et le responsable vis-à-vis de Mme le juge d'instruction, c'est M. Gillot. Logiquement, pour qu'on puisse trouver une structure hiérarchique qui tienne. La personne de référence pour
Madame le juge d'instruction, à la gendarmerie, est Monsieur Gillot. Ça, c'est bien clair. Dans la réalité, ça ne semble pas être vraiment le cas. Absolument. Elle l'a considéré d'ailleurs elle-même comme ça. Et l'adjudant en chef Gillot se considère comme le chef d'enquête, l'interlocuteur privilégié de Madame Doutrel. Je crois que c'est un des problèmes. Il est exact. Non, j'ai pas fini. Mais encore une fois, on ne peut pas couper et dire, bon, le chef d'enquête, c'est l'adjudant-chef Gillot, et il est tout seul dans son coin. Non, une enquête, c'est une affaire d'équipe. Mais il a bien expliqué comment ça fonctionnait dans la brigade, et ok, ça d'accord, mais le problème, c'est les relations alors avec le juge, Madame le juge d'instruction, et qui dit quoi, à quel moment Oui, ce qui ne veut pas dire que l'adjudant Le Sage n'a aucune responsabilité. Non, ils ont travaillé, je vais presque dire de façon un peu bicéphale, l'un étant permanent, l'autre ne l'étant pas, puisque, rappelons-le, l'adjudant-chef Gillot est commandant de brigade, une brigade de plus ou moins 30 hommes. Donc, c'est vrai, il n'a pas que ça à faire. Mais, et il s'est pris dès le début, en tous les cas depuis le 6 juillet, il s'est pris en effet comme le responsable, le chef d'enquête. Mais c'est vrai aussi que dans l'information du trou, il s'est appuyé sur son collaborateur, qui est l'adjudant Le Sage. C'est ça. Alors, en fait, au sein de l'enquête vue sous l'angle de la gendarmerie, qui ou comment a été élaborée la stratégie d'enquête sur l'affaire Julie Mélissa? Écoutez, vous me posez une question, je n'y étais pas, je ne sais pas vous répondre. Tenir compte du fait que M. Chantry... Je pourrais vous dire, à votre niveau... Je pourrais vous dire, a posteriori, en analysant ce que donc mes collaborateurs, donc les gendarmes de la cellule ont fait, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de principes de travail qui ont été élaborés et par le juge d'instruction et en interne par l'enquête. C'est tout ce que je peux vous dire. Et que ça aboutit à certaines pistes. Bon, ça, je peux le constater, mais je ne crois pas que je vais vous avancer. Non, mais disons, bon, alors au moment où vous reprenez le commandement du méga-district, ça tombe en même temps, pratiquement en même temps que le moment où on décide de retirer ou de faire réintégrer M. Le Sage et M. Martin, la BSR de Serein. On a toujours, enfin, il y a des pistes, mais pour vous, admettons que dans l'enquête, on n'avance pas énormément. Exactement, il n'y a rien de très concret. Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on essaye de se dire comment relancer l'enquête au lieu de retirer des enquêteurs? À ce moment-là, comment pense-t-on, imagine-t-on relancer l'enquête? Écoutez, j'ai entendu plusieurs fois... Ou la faire progresser. J'ai entendu plusieurs fois cette question. Je crois que vous devez d'abord peut-être la poser à Mme Doutrel, peut-être l'avez-vous posée. Oui. Maintenant, après... Je vous la pose alors, vous, comme gendarmerie, comme corps de... À partir du moment... je ne suis pas responsable de l'enquête. Le premier, c'est clair, c'est le juge d'instruction. Madame le juge d'instruction s'appuie sur donc, une équipe qui est donc à la brigade de Grasse-Sologne. Maintenant, comment ils auraient pu faire autre chose pour dynamiser? Bon, c'est vrai qu'on parle de revoir. On aurait pu, on aurait dû, c'est vrai. Nous tirons des conclusions parce que l'issue de cette enquête est tout à fait dramatique, mais je ne vois pas, je dirais comme ça, à brûle pour point. Parce que, si vous voulez... Bon, nous constatons quand même que dans d'autres dossiers, on recommence parfois par une analyse criminelle, à un certain point, lorsqu'on est vraiment... Allez, vous tout à connaissez fait bien, bloqué, vous on essaie quand même par un autre moyen de relancer. Les analyses ont été faites. Oui, au début, on en a eu plusieurs. Je parle du mois de janvier-février, là. Oui. Plusieurs sont des cas concrets. Il y a d'autres enquêtes où on a remis des moyens, un an après, on a reconstitué des cellules. Enfin, je veux dire, on ne sait pas, on ne s'arrête pas nécessairement. Mais c'est possible. Et c'est ce que nous aurions fait si à un moment donné, quelque chose de tangible, de concret, une piste un peu... Oui, mais on peut faire... tangible venait. Comme dit le président. C'est plutôt hasardeux. C'est le hasard qui doit aider. Mais je répète, je crois que nous sommes encore en train d'isoler cette enquête. Il n'y a pas que cette enquête. Donc, il y a l'ensemble de la charge de travail et des juges d'instruction et des magistrats et de la police judiciaire et de la gendarmerie. Oui, mais c'est malheureux. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons posé la question hier particulièrement sur, le président à plusieurs reprises, sur les moyens.
très spécifiquement, on a demandé est-ce que vous estimiez que vous aviez les moyens suffisants. Personne ne nous a dit nous n'avions pas assez de moyens. Madame le juge d'instruction nous a dit hier, si j'avais besoin de moyens supplémentaires, je pouvais les obtenir. Vous dites maintenant, ah oui, mais il faut bien répartir les tâches, etc. Si on avait les moyens, à partir du moment où on avait soit une piste qu'on voulait exploiter particulière, ou on avait un élément matériel concret, à ce moment-là, on aurait eu les moyens. C'est vrai, la question a été posée à Madame le juge. En fonction du contenu de son dossier à ce moment-là, elle a jugé qu'elle n'en avait pas besoin, parce que le dossier était vide. Moi, je voudrais bien revenir sur le plan des principes et voir si je vous ai bien compris, parce que c'est vraiment pour moi un des nœuds du problème. Si j'additionne la loi sur la fonction de police, plus les règlements de la gendarmerie, vous pouvez en toute légalité, en fait, organiser et le tri et de la rétention d'informations vis-à-vis du coordinateur s'il n'est pas gendarme, et donc du juge d'instruction. Et de ce fait, excusez-moi, mais phagocyter, orienter et manipuler pratiquement toutes les enquêtes que vous voulez. Mais vous avez un scénario catastrophe en tête, vous? Non, je suis sur... Non, mais on vit dans une situation, reconnaissez, quand même assez lamentable. Je pose la question sur le plan des principes. Est-ce que mon raisonnement est logique ou pas? Est-ce que c'est le vôtre ou pas? Et prouvez-moi le contraire. Si je me trompe, je serais ravie de me tromper, vous savez, franchement. C'est votre opinion. Non, je vous pose une question. Répondez à la question que je vous pose. Mais non, pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où il y a une réquisition, nous sommes là pour y répondre. C'est notre rôle. C'est notre mission. Est-ce que vous estimez alors, je vais aller plus loin, que dans le cas précis, Julie et Mélissa, il n'y a pas eu de rétention d'informations, il n'y a pas eu de tri des informations, il n'y a pas eu un dédain superbe du coordinateur chef d'enquête désigné par le juge d'instruction? Est-ce que j'ai vraiment tort sur tout ce que je vous pose comme question? Absolument. Il n'y a pas eu je vous écoute avec grand plaisir. De rétention d'informations. Il y a eu un tri d'informations, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu alors incapacité à apprécier les informations, à donner les informations valables quand même. Et bien sûr, c'est le rôle du chef d'enquête d'apprécier les informations dont il dispose. Est-ce que vous trouvez que ça a été apprécié valablement, la qualité des informations à donner ou pas? Il les a appréciées à ce moment-là en fonction de ses conditions de travail et de ce qu'il avait autour de lui, il les a appréciées. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire que c'est mal, c'est vous que vous engagez. Je ne vais pas dire qu'il a... Non, je dis qu'il a pas mal fait son travail. Il a fait son travail d'une certaine façon et comme un homme, il a apprécié. Voilà, ça c'est ma réponse. Merci. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'audition de M. Chantry. Monsieur Chantry, vous avez parlé de documents que vous remettrez à la commission, donc oui. Je demanderai à mon secrétaire de les reprendre. Et je vous signale qu'un procès-verbal sera dressé et que vous serez invité de venir signer votre déclaration dans 2 semaines. Oui. Monsieur le Président, oui, Monsieur Chantry. Sur base d'une question qui a été posée hier, amener peut-être quelques éclaircissements. Et à quel sujet? Oui. Donc, à un moment donné, hier, à la fin, je crois, de l'audition de Monsieur Le Sage, vous avez posé une question assez précise sur un texte écrit, sur un fax, donc sur un fax qui avait été adressé, je crois, dans lequel votre du district de Serein vers le BCR. Absolument. C'est bien ça. C'est lors de la réunion avec les parents. Oui, c'est bien ça. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris dans quel contexte cette réunion avait été faite. J'ai l'impression qu'après la déclaration de M. Le Sage et celle de Madame le juge d'instruction d'Outrey, nous savons de quoi il s'agit, mais je ne veux pas éviter d'y répondre si vous l'estimez utile. Non, je voulais simplement peut-être remettre ça dans le contexte suivant. C'est que, bon, le 4 septembre, il y a le mandat qui est donné à la gendarmerie par le ministre de la Justice pour mettre en place cette cellule disparition, ce qui entraîne bien entendu un certain nombre d'initiatives pour la mettre en place. À ce moment-là, le 7 septembre, je crois, M. de Crolly avait envoyé un courrier au général de Rieder en lui demandant, enfin en fait en lui présentant les questions qui avaient été posées par les parents, donc des questions du 26 juillet et du 17 août, et que dans ce même contexte, le ministre de la Justice aussi essayait d'avoir un certain nombre d'informations. Ce qui explique d'une part qu'il y a une demande d'informations donc vers le commandement et le BCR, et que deuxièmement, dans le cadre de la cellule disparition, il y a une réunion
à laquelle donc Madame Doutrève n'a pas assisté, où il y a eu un contact donc avec pas mal de personnes, donc les parents, le major de Crane était présent, l'ASBL Marquis Corinne, le collège Crevens, le commandant d'Asnois et quelques enquêteurs. Elle s'est déroulée comme Madame le juge d'ailleurs l'avait demandé, en tenant compte donc du critère, le secret de l'instruction bien entendu. Donc je crois que dans dans ces courriers, il n'y a rien de particulier à sous-entendre. Mais la commission n'a sous-entendu. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue à la réaction. Mais je constate que parfois la perception n'est pas toujours en équivalence avec ce qui a été voulu par cette commission. Je vous remercie en tout cas pour votre coopération et, mes chers collègues, je demanderai à M. Gillet de venir témoigner devant la commission. Nous continuerons donc nos travaux.